Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Bruno Herry, président de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, et je vous souhaite la bienvenue pour ce séminaire, ce webinaire consacré aux solidarités intergénérationnelles au cœur de nos politiques publiques. Ce temps d'échange s'inscrit dans le cadre de la mobilisation de la Mutualité française au sein du pacte du pouvoir de vivre dans la perspective de l'élection présidentielle. Mais bon nombre de vous se demandent peut-être ce qu'est le pacte de pouvoir de vivre. Ce pacte est né en mars 2019 et il rassemblait initialement 19 organisations environnementales, de solidarité et d'éducation, des mutuelles et des syndicats issus, pour la plupart, du collectif Les Places de la République. Pour la première fois, ces 19 organisations se sont engagées ensemble pour que ne soient plus dissociées les questions sociales et environnementales. Cette alliance inédite répond à la nécessité de rassembler un large front d'acteurs pour faire évoluer le débat public sur des enjeux majeurs de société et faire entendre également la voix de la société civile organisée. 3 ans plus tard, ce ne sont pas moins de 65 membres et 35 groupes locaux qui portent collectivement 90 propositions pour apporter des réponses aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques et démocratiques. Notre union régionale est un membre actif du groupe local Bourgogne-Franche-Comté. Aux côtés d'autres acteurs, elle organise en amont de l'élection présidentielle des temps de mobilisation citoyenne sur des enjeux du pacte. Au regard de notre expertise, nous avons choisi d'échanger ensemble ce soir sur la thématique des solidarités intergénérationnelles. Le constat que l'on peut en faire aujourd'hui est double. D'une part, le vieillissement de la population qui s'accélère depuis 2011 avec l'arrivée à 65 ans des générations nées après-guerre. En 20 ans, la part des personnes de plus de 65 ans dans la population française est ainsi passée de 16 à 21%. D'autre part, l'augmentation de l'espérance de vie se fait que de plus en plus de générations sont amenées à cohabiter ensemble. Cette tension démographique peut constituer un élément de fragmentation, alimenté par une critique du système de protection sociale, dont les transferts par construction sont majoritairement dirigés vers les personnes âgées pour couvrir les besoins de couverture de perte d'autonomie. Pour autant, est-ce que la solution n'est pas dans la mixité des générations ? Reconnaître la diversité des populations et rapprocher les générations pour favoriser l'inclusion et la cohésion sociale. À la Mutualité française, nous en sommes fermement convaincus. En témoignent les propositions que nous portons auprès des candidats à l'élection présidentielle sous l'orientation numéro 4 intitulée « Réinventer les solidarités pour favoriser l'émancipation et garantir l'autonomie ». Les initiatives de mixité intergénérationnelle se sont beaucoup développées ces dernières années, intensifiées par la crise sanitaire que nous traversons. Elles ont infusé les projets des agglomérations et des collectivités locales, les établissements collectifs et les projets associatifs. Ce que nous vous proposons ce soir, à travers le témoignage d'acteurs régionaux engagés, c'est d'échanger sur pourquoi le renforcement des solidarités intergénérationnelles est-il primordial, comment cette thématique doit être partie intégrante des politiques publiques, ou encore comment soutenir et valoriser les solidarités intergénérationnelles. Pour répondre à ces questions, nous avons donc le plaisir d'accueillir Madame Nathalie Moore. Madame Moore, vous êtes directrice de l'accompagnement des publics fragilisés à la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté et directrice adjointe du GIE IMPA. Madame Marie-Laure Bouchard, vous êtes directrice territoriale d'Unicité Bourgogne-Franche-Comté, Unicité qui est une association créée en 1995 et à l'origine du service civique. À vos côtés, une association que je qualifierais de sœur, le service civique Solidarité Senior, créé en 2021. Madame Pascale Lano, vous en êtes la coordinatrice régionale. Vous nous expliquerez donc dans quelques instants, avec votre homologue d'Auvergne-Rhône-Alpes, Mathias Touillon, l'articulation et le mode de fonctionnement de ces deux associations. Adrien Huguet, vous êtes adjoint au maire de Saint-Apollinaire, en charge de l'innovation sociale. Vous viendrez partager avec nous cette réalisation exemplaire de village intergénérationnel au sein de votre commune, le village Atouage. Et enfin,
Martial Paquet, vous êtes directeur régional personnes âgées à la mutualité française Bourguignonne-Sam et en charge des villages bleus. Je tiens également à remercier pour leur présence les parlementaires, députés et sénateurs, au rang desquels Mesdames Corneloup et Dalloz, ainsi que Messieurs Joly et Sommer. La région, représentée par Françoise Tenenbaum, que je salue, et également les représentants de plusieurs villes et CCAS de notre région. Alors avant que d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, nous vous informons que vous aurez la possibilité de poser des questions via le fil de conversation dont vous disposez en bas de l'écran. Je vous propose donc de centraliser ces questions et de les relayer à nos intervenants dans le cadre d'un échange qui aura lieu à la fin de notre séquence de questions-réponses. Malheureusement, dans le délai d'un temps imparti, nous déborderons peut-être un peu si vous avez beaucoup de questions à nous poser. Mais sans attendre et sans plus attendre, place au débat. Alors, je vais lancer cette série de questions par une question posée donc à Madame Nathalie Moore du GEIMPA. Madame Moore, j'ai précisé il y a quelques instants que vous étiez directrice de l'accompagnement des publics fragilisés à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, également directrice adjointe du GEIMPA. Alors, pour les personnes qui participent à notre webinaire, nous pouvons préciser que le GEIMPA est depuis 2006 un acteur majeur du maintien à domicile des personnes âgées non dépendantes et de la prévention des risques liés au vieillissement. Votre institution est très engagée dans la lutte contre l'isolement social des personnes âgées, qui est un vrai problème de santé publique. Un seul chiffre, aujourd'hui, 30% des personnes de plus de 60 ans déclarent souffrir de solitude. Alors, ma première question, Madame Moore, sera tout simplement de savoir comment se traduit concrètement et au quotidien votre action vis-à-vis de ces publics. Et je me permets d'enchaîner immédiatement avec la deuxième question pour que vous puissiez y apporter une réponse globale. La deuxième question, c'est que dans le cadre de votre accompagnement en direction des porteurs de projets, cet axe de l'intergénérationnel, important au regard de l'évolution démographique que nous traversons, va-t-il s'amplifier dans les prochaines années? Voilà les deux questions que je désirais vous poser au début de cette séquence de questions-réponses. Et je vous laisse bien évidemment la parole immédiatement, Madame Moore. Merci, Monsieur Herry. Donc, effectivement, moi, je représente les caisses de retraite CARSAT et MSA, régime agricole de Bourgogne-Franche-Comté. Et je vous ai préparé une petite présentation voilà, pour vous expliquer très, très rapidement ce qu'est le GIE-IMPA en complément de ce que vous avez déjà dit, hein, monsieur Herry. Effectivement, le GIE-IMPA, c'est un organisme de coordination des caisses de retraite pour pouvoir coordonner la politique d'action sociale en direction des personnes retraitées autonomes, ce qui nous permet, je dirais, de déployer des actions en faveur du maintien à domicile des personnes retraitées, tout en les rendant actrices, bien sûr, de leur projet de vie. Donc, on a plusieurs missions. La première, c'est de sensibiliser au vieillissement en bonne santé. Ça, c'est notre programme Les Astuces. Ce sont aussi les pièces de théâtre que nous finançons et cofinançons en Bourgogne-Franche-Comté depuis plusieurs années. Nous proposons également des actions de prévention que sont les ateliers Bonjour ou les atouts de l'âge. Donc là, nous invitons les retraités à pouvoir s'inscrire à des ateliers pour pouvoir acquérir les bons comportements pour vieillir en bonne santé. Et ces deux programmes sont conduits en partenariat avec la mutualité Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr. Et nous avons également une politique pour accompagner à domicile les plus fragilisés, donc les personnes qui font appel à nous pour les aider à rester à domicile. Et dans ce cadre-là, il y a un travail au niveau du GIE-IMPA qui permet d'évaluer les besoins à domicile. Il y a un évaluateur qui se rend à domicile et qui définit un plan d'aide pour aider la personne dans son quotidien par rapport déjà aux premiers signaux de fragilité qui apparaissent. Alors, ça peut être de l'aide humaine, ça peut être de la téléassistance, du portage de repas, etc. Et puis, il y a un axe, effectivement, qui m'amène à prendre la parole ce soir, c'est effectivement de lutter contre l'isolement. Pour nous, au niveau des caisses de retraite, il est vraiment agir, je dirais, agir contre la perte d'autonomie, c'est aussi lutter contre l'isolement, parce qu'une personne qui est dans l'isolement,
elle va perdre plus rapidement ses capacités. Et donc, dans ce cadre-là, au niveau du GIE IMPA, nous finançons des actions de proximité grâce à notre appel à projet lutte contre l'isolement social des seniors. Donc, chaque année, nous publions donc cet appel à projet qui permet aux acteurs de terrain de mettre en place des actions en proximité pour le lien social des personnes âgées. Ce sont des actions qui répondent à des besoins qui sont identifiés localement par les acteurs de terrain. Beaucoup de porteurs de projets sont soit des associations, soit des CCAS communaux ou intercommunaux, soit éventuellement des centres sociaux. Et donc, nous attendons de ces porteurs de projets qu'ils identifient des besoins précis et qu'ils aillent également vers les publics isolés, qu'ils détectent ces personnes-là et qu'ils leur proposent des activités pour rompre l'isolement de ces personnes isolées. Ces actions, elles peuvent être individuelles ou collectives et elles sont à destination soit des personnes isolées elles-mêmes, soit également à destination des bénévoles, parce que nous avons effectivement beaucoup de bénévoles, et on va donc en parler également, jeunes ou vieux, qui se mobilisent pour conduire des actions sur les territoires, et c'est extrêmement important que ces personnes-là soient formées, notamment à la lutte contre l'isolement. Et en 2022, lors de notre dernier appel à projet qui est sorti au mois de septembre 2021, donc là, les actions vont être prochainement, je dirais, sélectionnées par la commission de l'appel à projet interrégime. Nous avons souhaité mettre un accent sur 2 points. Le point sur la lutte contre l'électronisme, c'est-à-dire la maîtrise des outils numériques, qui, on l'a bien vu depuis 2 ans, permet aussi de maintenir du lien social quand malheureusement on est en période de crise sanitaire. Et puis le deuxième axe sur lequel nous insistons sur cette édition 2022, qui est la 8e édition de l'appel à projet lutte contre l'isolement des seniors, c'est effectivement pour les porteurs de projets de relancer des actions qui permettent de recréer du lien social suite au contexte de crise sanitaire. Là encore, on sait que la crise sanitaire a été extrêmement délétère pour le lien social, en particulier dans la population senior, puisqu'effectivement, en tout cas sur la première partie de la crise sanitaire, les personnes ont plutôt été dans des stratégies de mise à l'abri qui étaient incitées par le gouvernement et les pouvoirs publics. Alors, depuis 8 ans, l'appel à projet du GIE, c'est 320 000 retraités que nous accompagnons, que nous avons accompagnés, plus de 500 projets financés, 531, et 6 millions d'euros attribués aux porteurs de projets qui sont en contact avec les personnes isolées. Et donc, que fait le GIE IMPA, la coordination des caisses de retraite? Eh bien, nous accompagnons ces structures par rapport à leurs projets, dans l'aide à la définition des projets, dans le financement des initiatives, sachant que nous avons un certain nombre de critères. Nous sommes extrêmement attentifs à ce qui est un travail de repérage des personnes isolées. Ce ne sont pas simplement les personnes qui sont habituellement suivies par les acteurs sur les territoires, ce sont des nouvelles personnes qui sont donc dans l'isolement. Nous privilégions également les projets en direction des publics particulièrement fragilisés, c'est-à-dire que les personnes qui sont en situation précaire, les aidants, les migrants vieillissants, les personnes sur des territoires très isolés ou très fragiles. Nous souhaitons également avoir des projets qui sont dans la régularité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des actions ponctuelles, une fois et puis on ne revoit pas les personnes. Non, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des personnes qui sont dans l'isolement et de les amener progressivement à la rencontre d'autres personnes et que cette rencontre puisse se renouveler. Et puis, nous sommes attentifs également aux projets nouveaux, voire aux projets innovants, et nous souhaitons favoriser le démarrage de nouveaux projets sur les territoires. Et puis, parmi toutes ces actions, effectivement, il y a des actions qui développent les relations intergénérationnelles. Et ça, nous en avons depuis l'origine, depuis 2015, depuis l'origine de l'appel à projet.
nous favorisons les relations intergénérationnelles et c'est je dirais, un axe fort de notre appel à projet. Par exemple, dans le cadre de l'édition 2021, donc l'année juste après, je dirais, la crise sanitaire très sévère que nous avons tous subie en 2020, nous avions 35 projets qui avaient une dimension intergénérationnelle sur les 84 retenus, avec près de 20 000 bénéficiaires qui étaient visés, qui étaient identifiés dans le cadre de ces projets-là. Et pour l'édition 2022, puisque nous sommes en train de l'instruire, il y a un tiers des projets déposés qui ont une dimension intergénérationnelle et cela concernera, donc sur cette année 2022, environ 13 000 bénéficiaires. En général, les actions intergénérationnelles, elles prennent les formes suivantes. Ça peut être des visites à domicile, ça peut être des ateliers, que ce soit des travaux manuels, de la cuisine, des jeux, des sorties également, sorties de loisirs, de la marche, puisque ça permet également dans ce type de projet de combiner la lutte contre l'isolement avec l'activité physique. Et on sait à quel point tout le monde a besoin d'activité physique, et en particulier les âgés, ou des sorties culturelles également. Cela peut être aussi du recueil de témoignages de nos aînés sous différents formats. Ça a beaucoup de succès sur les territoires, c'est-à-dire que des porteurs de projets peuvent avoir le projet de conduire avec des seniors qui puissent raconter une tranche de leur vie et le mettre en forme sous forme d'albums, d'émissions de radio. On peut avoir aussi des programmes vidéo, voilà. Donc, ce sont des formats très différents. Nous essayons à ce qu'il y ait toujours une dimension collective, parce que bien sûr, rompre l'isolement en se rendant au domicile de la personne, c'est déjà très, très bien. Mais l'idéal, c'est de pouvoir l'amener aussi à s'ouvrir à d'autres personnes et à venir tisser elle-même des liens sociaux avec d'autres personnes. Voilà. Et lorsque la mutualité nous a proposé de témoigner dans le cadre de cette webconférence, ce qui nous a paru important, c'était effectivement de vous expliquer en quoi les caisses de retraite s'intéressaient à l'intergénérationnel. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à cette question-là. Et puis, c'était de vous montrer un exemple d'un porteur de projet avec lequel nous travaillons ces dernières années pour qu'il puisse témoigner de l'action qu'il conduit de manière concrète sur les territoires avec les aînés en matière de lutte contre l'isolement. Voilà, Monsieur Herry, ce que je souhaitais évoquer. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Moore. Vous avez, j'allais dire, bien planté le décor de ce webinaire. Donc, j'en profite tout naturellement, justement, maintenant, pour m'adresser aux associations. Alors, en premier lieu, je vais laisser la parole à Madame Marie-Laure Bouchard. Vous êtes directrice territoriale d'Unicité Bourgogne-Franche-Comté. Je ne me trompe pas jusqu'à là. Et vous avez donc, voilà, et vous avez donc eu l'occasion d'être accompagné par le GUIMPA, donc dans le cadre du programme intitulé Intergénéreux. Alors, ma question, elle est toute simple. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous parler justement de ce projet? Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, je vous ai préparé également une petite présentation de ce que nous proposons en matière de service civique intergénérationnel. Et donc, j'en profite d'ailleurs tout en introduction pour remercier chacun de nos partenaires sans qui ces missions de service civique ne seraient pas possibles. Et donc, bien sûr, le GUIMPA en tout premier lieu pour la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, merci à vous. Mais également au niveau national, merci à notre partenaire alors historique d'Unicité au niveau national, Malakoff Humanis,
mais également sur notre région. C'est grâce à la ville de Dijon, c'est grâce à la ville de Chalon-sur-Saône, le département du Doubs, le département du territoire de Belfort et de Côte-d'Or, ainsi que grâce aux services de l'État et notamment la Drages. Grâce à vous, on peut voilà, on peut poursuivre notre action et proposer des missions de service civique aux jeunes volontaires de 16 à 25 ans ou jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de venir faire une mission intergénérationnelle à Unicité. Donc je vais prendre hop la main, hop, je me teste aussi sur cette plateforme. Alors, tout d'abord, effectivement, Monsieur Herry, donc vous parlez du programme intergénéreux. Donc c'est le programme historique d'Unicité, puisque ça fait plus d'une dizaine d'années que nous proposons sur le plan national cette mission intergénérationnelle. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est depuis 2013-2014, donc c'est relativement ancien aussi. Et chaque année, donc on propose à des jeunes volontaires de s'engager et de faire des visites de convivialité aux personnes âgées. Et donc je vais vous présenter ça. Sachant qu'aujourd'hui, donc, nous avons changé de nom. Nous ne parlerons plus d'intergénéreux, mais de solidarité senior, puisque nous adhérons effectivement à l'association SC2S. Et je crois que les représentants prendront la parole tout à l'heure, donc ils vous présenteront cette association. L'objectif est évidemment le même. Il s'agit de lutter contre l'isolement des personnes âgées grâce à des actions par le biais des jeunes en service civique. Alors, l'enjeu social, vous l'avez très bien dit, Monsieur Herry, pour résumer, en tant qu'acteur social, nous sommes très conscients qu'effectivement, il y a un enjeu énorme sur lequel finalement les jeunes ont envie de s'engager. En 2020, on sait que 26 à 27% de la population a atteint plus de 60 ans et le taux de dépendance va doubler d'ici 2060. On sait également que la cellule familiale a évolué vers un isolement croissant des personnes âgées et c'est ce qui nous a finalement poussé il y a une dizaine d'années à créer effectivement le programme intergénéreux qui est donc devenu Solidarité Senior. Cette année, en Bourgogne-Franche-Comté particulièrement, il représente donc 74 jeunes volontaires quand même, qui se sont mobilisés sur 6 à 8 mois, donc ce sont des missions de service civique de 6 à 8 mois, plutôt 8 mois en règle générale. Et donc, ces jeunes vont faire pas mal d'actions que je vais vous présenter ensuite. L'idée étant effectivement d'intervenir sur, alors si on peut, l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté et particulièrement, donc nous avons des antennes sur Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon et puis peut-être bientôt à Sens. Alors, tout de suite, l'illustration de ce que les jeunes peuvent mettre en action. Alors effectivement, vous l'avez dit, la période Covid évidemment est fortement marquante et donc elle doit aussi permettre une adaptation de nos actions, de nos missions de service civique et donc de l'intervention des jeunes. Et donc, par exemple, durant les périodes de confinement, qui sont des périodes extrêmement difficiles sur le plan de l'isolement évidemment social, donc les jeunes se sont adaptés et nous n'avons pas baissé les bras, au contraire, nous avons pu mettre en place des correspondances par voie postale, des envois de dessins, de poèmes, mais aussi sur des thèmes calendaires qui sont très importants sur le plan social notamment. Les périodes de Noël, évidemment, on y pense, mais ce ne sont pas les seules périodes. Mais l'isolement social est très fort, ressenti très fortement à ces moments-là. Donc les jeunes ont envoyé des cadeaux personnalisés, par exemple des marque-pages peints par eux-mêmes, etc. Donc ça, c'est un exemple sur Belfort. Et il y en a eu plein d'autres. Là, j'ai fait une sélection, évidemment. Ça serait trop long de vous parler de tout ce qui est mis en place. Mais voilà, ce sont des exemples. Donc, on a aussi créé, enfin, les jeunes ont créé et envoyé des podcasts, souvent d'ailleurs relayés par notamment les professionnels en EHPAD, par exemple. Et puis, des appels de convivialité aussi, très importants. Donc, les jeunes ont contacté directement par téléphone
téléphone des personnes âgées pour discuter, passer un petit peu de temps, savoir comment ça allait. Également faire, des aides à la distribution des colis de Noël, donc c'est ce qui s'est passé sur Dijon par exemple, ou des portages de livres à domicile. En dehors des périodes de confinement, ce sont des actions individuelles qui peuvent être menées. Donc les jeunes font des visites à domicile, pour proposer des temps de lecture, de discussion, des ateliers aussi, alors des jeux de société, des recettes de cuisine, alors petite mention spéciale effectivement pour ce qui est, culinaire ou musical, hein, alors notamment, pour les personnes âgées qui ne maîtrisent pas forcément, bien le français et finalement on s'aperçoit que ce sont des thèmes qui rassemblent et donc les jeunes en profitent effectivement, pour, proposer ces ateliers à domicile, mais aussi pourquoi pas photos, peinture et cetera. Ensuite, il propose aussi des balades pour prendre l'air lorsque la mobilité est possible, voire découvrir ou redécouvrir des transports en commun. Pour le coup, c'est très important et parfois on n'a pas forcément confiance en soi, pour pouvoir, nous déplacer en transport en commun et donc les jeunes, peuvent éventuellement aider à sauter le pas et puis, à, découvrir ou redécouvrir ces transports et puis évidemment, vous l'avez dit, hein, madame Moore, la découverte numérique, elle aide évidemment à lutter contre l'isolement et par exemple, j'ai en tête des jeunes qui, ont, par exemple, proposé des visios avec, des familles éloignées pour, les personnes âgées et donc voilà, des moments, qui rassemblent aussi virtuellement certes, mais ça n'en est pas moins important et donc voilà. En dehors du confinement, également, ce qui est possible, ce sont les actions collectives, hein, donc les actions, par exemple, de diffusion de vidéos, des actions, musicales, donc par exemple, alors j'ai pris cet exemple très intéressant, d'une diffusion d'un film. Alors le film s'appelle «Raconte-moi une belle rencontre», de messieurs, Touzé et Pilizio. En fait, c'est un film qui a été proposé dans un EHPAD de Chalon-sur-Saône. Ce film a été proposé par le programme Unicité Cinéma et Citoyenneté. Donc là, on parle plus de solidarité senior, mais c'est ça aussi qui est intéressant à Unicité, c'est que d'autres volontaires qui finalement font des missions de service civique sur d'autres thèmes peuvent aussi faire des passerelles et faire être force de proposition pour des programmes qui ne sont pas les leurs. Et typiquement, effectivement, Cinéma et Citoyenneté a proposé cette rencontre de deux réalisateurs, la diffusion de leurs films et ensuite Solidarité Senior a proposé donc une action Raconte-moi un beau souvenir et donc on parlait effectivement de portraits de personnes âgées ou de souvenirs et là typiquement en fait c'est une passation de mémoire aussi qui a été proposée avec un partage de beaux souvenirs auprès des bénéficiaires de l'EHPAD de Chalon-sur-Saône. Et puis plein d'autres actions, des ateliers pour faire des produits soi-même, produits ménagers, etc. Ou des actions aussi événementielles, hein. Je parlais tout à l'heure de Noël, mais il y a aussi la galette des rois, les fêtes locales, etc. Donc tout ça est important et les jeunes voilà, proposent des actions collectives sur ces thèmes. Alors la petite particularité d'Unicité, effectivement, donc nous, le service civique, c'est notre cœur de métier. Et donc nous proposons un service civique qui est en équipe. Les jeunes ne seront jamais sur le terrain tout seuls. Même pour les visites à domicile des personnes âgées, les jeunes sont en binôme. Alors pourquoi en équipe? Tout simplement parce que ça permet de cultiver l'esprit d'équipe. Ça permet aussi parfois de rassurer, de lever les freins de certains jeunes qui n'oseraient pas finalement faire ce service civique tout seul et donc ça permet effectivement finalement de travailler en équipe et puis, d'intervenir sur le terrain à plusieurs. Cela permet aussi un brassage effectif. Donc à Unicité, nous essayons de promouvoir le service civique, accessible à toutes et tous, d'où que viennent les jeunes, c'est-à-dire, peu importe leur origine sociale et culturelle, ils ont accès au service civique et l'idée, c'est de faire de nos différences une force et de montrer que finalement cultiver l'esprit d'équipe, lorsqu'on ne se ressemble pas, lorsqu'on a des profils différents et bien finalement, c'est une véritable force.
ressources. Et là, pour l'émission Solidarité Senior, ça n'en est que plus vrai. Hein, voilà. Ce sont donc des missions accessibles, à fort impact social. Donc ça, c'est important parce que pour nous, les missions, il faut qu'elles aient tout de suite une utilité aussi pour les jeunes, pour les bénéficiaires, tout simplement parce que, alors pour les bénéficiaires, donc on l'a vu, hein, c'est un enjeu social, mais pour les jeunes, c'est important aussi de se sentir utile. C'est une étape de vie qui permet de gagner confiance en soi aussi, de gagner en estime de soi, de se sentir acteur de sa vie. Et donc, le fait de faire un service civique avec une forte utilité sociale, eh bien, les jeunes se sentent plus créatifs, voilà, et donc ils se sentent vraiment acteurs. Et donc, nous, c'est notre cœur de métier, évidemment. C'est un accompagnement qui est donc renforcé. Et je passe tout de suite à la diapositive suivante pour vous montrer ce qui est aussi spécifique à Unicité en termes d'accompagnement renforcé. Donc, en fait, les jeunes consacrent 15% minimum de leur temps de service civique à la formation civique et citoyenne et à l'accompagnement au projet d'avenir. Alors, la formation citoyenne, c'est comment réfléchir à des enjeux sociétaux, actuels. Donc, comment prendre du recul? Là, on sort un petit peu hein, de la mission de service civique en elle-même et du thème, mais on va réfléchir ensemble sur ce qu'est la démocratie, ce que sont les valeurs de la République, l'environnement, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, l'accompagnement au projet d'avenir, puisque le service civique est une étape de vie. Et l'idée, c'est aussi de prendre un peu de recul sur le parcours des jeunes. Et puis, ensemble, on va faire un bilan parcours, on va faire un bilan des compétences numériques, des compétences transversales. On va faire aussi un point sur le français langue étrangère pour les jeunes qui ne maîtrisent pas forcément très bien le français non plus, etc., etc. Et donc, on va faire du service civique un véritable tremplin. La formation est effectivement aussi très, très importante. Les jeunes ne sont pas des professionnels, ils sont volontaires en service civique. Et donc, avant de les envoyer sur le terrain, comme ils ne sont pas nécessairement formés à la base, eh bien, on va les former. Et donc, grâce à l'association SC2S, donc on forme les jeunes grâce à un socle qualité qui est proposé sur les personnes âgées, bâtir une relation avec les personnes âgées, etc. Mais aussi Unicité qui propose donc des formations internes sur le service civique, hein, bien sûr, en interne, mais aussi sur les gestes barrières qui sont évidemment cruciaux. Et puis, tous les outils d'animation, que ce soit pour les visites à domicile, mais aussi les actions collectives, etc. Et puis, évidemment, nous avons des partenaires externes qui sont très compétents pour nous aider à former les jeunes sur des questions spécifiques. Et là, effectivement, par exemple, comprendre la maladie d'Alzheimer, comprendre la maladie de Parkinson et comment établir une relation et comment adapter son comportement, etc. Hein, voilà. Donc, c'est très important aussi de savoir que les jeunes ont quand même des formations de base pour aller justement lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et donc là, je vous ai mis les contacts en Bourgogne-Franche-Comté d'Unicité. Et donc, si c'est possible, je permets l'envoi hein, de cette présentation. Comme ça, vous aurez les numéros et les adresses mail de chacune et de chacun. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous remercie. Voilà. Bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Vous avez parlé avec beaucoup de passion. Donc, je pense qu'effectivement, par rapport à notre problématique liée sur l'isolement social, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de motifs quand même d'être optimiste. C'est cet optimisme que nous devons de porter. Donc, dans le droit fil de cette première question concernant les associations, Unicité et services civiques Solidarité Senior, je vais maintenant m'adresser à la fois à Mme Lano, mais également donc à M. Touillon. Vous représentez, alors j'allais dire également, puisque j'ai bien parlé d'associations sœurs, mais j'en ai bien eu la confirmation avec Mme Bouchard. Vous représentez donc le service civique Solidarité Senior, bien évidemment, et pour planter, j'allais dire un peu le décor, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie, et Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement,
ont lancé en mars 2021, cette fois-ci, la mobilisation du service civique Solidarité Senior. Il s'agit d'une mobilisation nationale et collective qui a pour vocation de contribuer, avec l'ensemble de ses membres, au développement d'un service civique de qualité auprès des personnes âgées, tant à domicile qu'en établissement. Alors, j'ai 3 questions à vous poser. Je les poserai peut-être à la suite les unes des autres. On a pris quelques temps de retard. Je vous demanderai d'être aussi bref et concis que vous pouvez l'être dans vos réponses. Je m'en excuse par avance. Et j'en viens tout de suite à ma première question, qui est en lien d'ailleurs avec le service civique, qui existait déjà depuis une dizaine d'années, puisque ça avait été promulgué par la loi de 2010. Alors, ma première question que je vous adresse, c'est pourquoi créer spécifiquement en 2021 un service civique dédié au secteur du grand âge? Quels sont les objectifs spécifiques poursuivis? Et je me permettrai peut-être d'insérer une question qui est apparue sur le fil de conversation de la part de M. Philippe Flammarion. La question qui était posée était la suivante: les jeunes du service civique interviennent-ils aussi auprès des personnes en EHPAD, où il y a bien évidemment aussi des personnes isolées sans famille? Voilà ma première question avec, je veux dire, le complément et la question posée par M. Flammarion. Je vous laisse immédiatement la parole. Ok. Merci, Monsieur Herry. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais prendre la parole un bref instant, puisque je viens d'arriver au sein de l'association SC2S, Service Civique Solidarité Senior, pour la coordination de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc c'était ce soir, merci pour l'invitation. C'est un moyen de me présenter et que nos partenaires m'identifient sur le territoire, puisque nous serons amenés à nous voir régulièrement et souvent. Concernant le témoignage et la prise de recul, je suis accompagnée ce soir par mon collègue Mathias Coutouillon, qui est mon homologue pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et lui, étant donné qu'il est depuis le départ dans l'association, il a 1 an de recul et il va être à même à répondre à toutes vos questions. Voilà, donc je laisse la parole à Mathias. Je vous remercie. Merci Pascal pour la présentation et Monsieur Herry, on va essayer d'être court pour honorer les engagements de temps. Et je suis très content en tout cas de pouvoir prendre la parole et je suis ravi également de pouvoir prendre la suite de la présentation de Marie-Laure, puisqu'elle a pu présenter de manière très concrète ce que font les jeunes. Pour répondre à votre question, pourquoi cette mobilisation? En effet, depuis un certain nombre d'années, dont l'acteur Unicité, on a des associations et des acteurs qui accompagnent des jeunes sur des missions de service civique auprès des personnes âgées. Mais il y avait toute une réflexion au sein de ces acteurs sur comment est-ce qu'on rentre dans une dynamique collective et on accompagne plus de missions de jeunes en service civique sur les territoires, et comment est-ce qu'on gagne aussi en qualité dans les missions de service civique qui sont proposées aux jeunes, à savoir est-ce que comment on s'assure que ce sont bien des missions de service civique, et également comment on s'assure que les jeunes et les jeunes sont bien accompagnés. Donc, pourquoi cette mobilisation? Tout d'abord, pour le fait de rentrer dans une dynamique collective avec tous les acteurs qui seraient intéressés pour contribuer, en fonction de leur expertise et de leur capacité, à développer de manière significative le service civique auprès des personnes âgées. Donc ça, c'est le premier point, c'est la dimension collective et la dimension aussi de mutualiser les compétences et les expertises pour mieux accompagner les jeunes. Il y a une deuxième point, c'est aussi comment est-ce qu'on gagne en qualité dans l'accompagnement des jeunes, et ça, Marie-Laure l'a notamment mentionné, avec Service Civique Solidarité Senior, en fonction de ce que font déjà les acteurs, on va venir potentiellement proposer des modules d'accompagnement des jeunes complémentaires. Donc, par exemple, pour les jeunes d'Unicité, on l'a vu, là, c'est des modules de préparation à la mission. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir contribuer à un meilleur accompagnement des jeunes via des modules de préparation à la mission, d'accompagnement au projet d'avenir. Et ce sont les différents acteurs de la mobilisation, en fonction de leur expertise, qui vont assurer ces modules. Ensuite, il y avait aussi une autre raison, c'est celle de la complémentarité. On a déjà un certain nombre d'actions sur les territoires, mais on a aussi également des territoires où pour l'instant, il n'y a pas d'action ou pas de mission de service civique, mais il y a des besoins des acteurs. Et c'était comment est-ce qu'on vient aussi proposer et accompagner ces acteurs pour qu'ils accueillent des missions de service civique.
Et enfin, j'en vois une autre de mon côté sur cette mobilisation, il y a un engagement de la jeunesse auprès des personnes âgées, et c'est comment, via cette mobilisation, on arrive à valoriser et communiquer sur cet engagement des jeunes, et voilà, à valoriser. Très concrètement, sur les objectifs de la mobilisation, on est sur l'idée de lutter contre l'isolement des personnes âgées et de favoriser le lien intergénérationnel, tant à domicile qu'en établissement. On est aussi sur le souhait d'accompagner les jeunes dans leur souhait d'engagement, de volontariat en service civique, et aussi pour les accompagner pour développer leur pouvoir d'agir. Et même, on a des jeunes qui potentiellement, suite à leur service civique, vont soit vouloir s'orienter vers des métiers en lien avec leur mission, dans le médico-social, ou sur du bénévolat et poursuivre leur engagement. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on les accompagne dans le cadre de leur mission. Donc, voilà, pour aller de manière très synthétique, je dirais, des missions de service civique pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et favoriser le lien intergénérationnel. Et comment est-ce qu'une fois que les jeunes sont en mission, on les accompagne de manière qualitative, et comment est-ce qu'on s'assure que s'ils souhaitent poursuivre après, soit sur du bénévolat, soit sur des métiers en lien, on puisse les accompagner. Merci beaucoup. Alors, j'avais une deuxième question, mais je pense que vos interventions communes, donc à Mme Bouchard et à vous-même, y ont déjà répondu sur la question du comment le volontariat des jeunes contribuait-il à renforcer les liens entre les générations. Je pense que vos deux interventions y ont parfaitement répondu. Je passerai directement à la question suivante, à savoir quelle analyse faites-vous au final de l'impact de la crise sanitaire sur le renforcement de ces solidarités intergénérationnelles. Ça me semble être très important puisque ça a vraiment mis en exergue beaucoup également d'isolement social qui était préexistant mais qui n'a plus que s'amplifier. Alors, tout d'abord, je dirais qu'il y a un vrai besoin. Ça, on le voit puisqu'on a notamment un partenaire de la mobilisation qui sont les petits frères des pauvres, et donc il y a des rapports sur l'isolement des personnes âgées. Et également, il y a un isolement des jeunes. Je pense notamment au rapport de la Fondation de France. Donc, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin, que ce soit du côté des personnes âgées et également des jeunes. Et également, je dirais qu'il y a un vrai souhait d'engagement de la jeunesse, et qu'il y a un vrai intérêt des jeunes à s'engager sur des missions de service civique auprès des personnes âgées, parce qu'on sait que les jeunes y voient une vraie utilité. Une vraie utilité, sachant que nous, on est également en lien et parfaitement aligné avec ce que recherche Unicité et leurs valeurs en termes de diversité, de souhait, que ce soit des vraies rencontres intergénérationnelles, que tous les jeunes, en fait, qui souhaitent s'engager puissent faire une mission de service civique. Nous, notre seul critère, c'est celui de la motivation. Donc, c'est le souhait de s'engager des jeunes. Peu importe les parcours, peu importe les compétences, les diplômes, nous, c'est la motivation. Donc, il y a un vrai souhait d'engagement, et nous, on est là pour comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes et leur permet de mener une mission sur laquelle on sait qu'il va y avoir une vraie utilité, il y a un vrai besoin. Donc, l'impact, moi, j'ai envie de dire qu'on voit ce besoin, il y a un souhait d'engagement, c'est comment est-ce qu'on l'accompagne, et comment est-ce qu'on l'accompagne de manière très concrète. Avec Unicité, on a vu les différents types d'actions, que ce soit des actions individuelles, des actions collectives. On parle souvent de solidarité, de fraternité. Les jeunes, je pense, et même les personnes âgées qui bénéficient de l'action de ces jeunes, suite au service civique, ils peuvent mettre des mots très concrets, des actions très concrètes derrière ce que veut dire la solidarité, derrière ce que veut dire la fraternité. Et si on peut contribuer à ça, nous, on en est ravis. Donc je faisais une synthèse de notre action. Et pour répondre à cette question, donc oui, bien évidemment, on peut avoir des actions de jeunes qui interviennent en établissement, parce qu'en effet, pour rendre visite à des personnes qui peuvent souffrir d'isolement. Écoutez, je vous remercie infiniment pour ce témoignage. Quand vous parliez de solidarité, j'ai un retour je ne sais pas si vous l'avez, mais j'ai un retour en écho. Je ne sais pas si je vais quand même continuer au niveau du questionnement en vous remerciant donc pour votre intervention. Quand vous parliez également de solidarité, de fraternité, on est sur les fondements même aussi du pacte républicain, bien évidemment. Alors, je vais continuer ma séquence de questions, cette fois-ci en m'adressant donc à M. Huguet et Paquet.
Avec nos précédents intervenants, nous avons donc vu que le service civique était au service des solidarités intergénérationnelles. Et dans le cadre du webinaire, il y a un autre axe qui nous semblait particulièrement important, c'était celui du logement. Alors effectivement, cohabitation intergénérationnelle, habitat intergénérationnel, famille d'accueil pour personnes âgées se développe depuis quelques années. Ils constituent un moyen, bien évidemment, de lutter contre l'isolement des personnes âgées et sont une alternative à la maison de retraite, ce vocable qu'on utilise encore, et surtout un formidable vecteur de solidarité intergénérationnelle. Je m'adresse à vous, Monsieur Adrien Huguet. Vous êtes élu à la ville de Saint-Apollinaire, qui en 2017 a accueilli une opération, je qualifierais d'emblématique en la matière, un village intergénérationnel qui se nomme Atouage. Ma question est très simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter la genèse de cet habitat intergénérationnel, s'il vous plaît? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci, Monsieur Herry. La genèse de ce projet, à tout âge, qui a en effet eu le jour en 2017, c'est d'abord l'expérience que nous avions à Saint-Apollinaire du premier projet intergénérationnel, Génération, au début des années 2000, qui nous avait d'ailleurs valu un prix de l'innovation sociale locale en 2004, et qui valorisait ainsi le travail fait entre la commune, le bailleur social, pour Génération c'était Dijon Habitat, l'OPAC à l'époque, et puis la FEDOSAD, où dans un même quartier, un même écoquartier, nous avions mixé à la fois des logements pour les personnes âgées, des logements pour les jeunes couples avec des enfants en bas âge, afin de leur permettre, par un système d'interphone, notamment entre les appartements eux-mêmes, eh bien de développer les relations entre résidents et donc entre générations que nous mixions dans ce quartier, avec également un accueil de jour et puis un domicile collectif et un domicile protégé géré par la FEDOSAD. Et puis 15 ans après, eh bien, s'est posé la question lors de l'urbanisation du quartier Pré-Thomas d'un projet similaire qui permettrait de faire se rencontrer les générations et de développer, au-delà même des actions que nous pouvons mener, de développer un peu cet esprit, ce réflexe de prendre soin de l'autre, de prendre des nouvelles, de proposer, de rendre service à son voisin. À tout âge, dans le quartier Pré-Thomas, ce sont donc 71 logements répartis sur 3 immeubles, avec une sente piétonne qui passe devant ces immeubles, et puis une brasserie pédagogique gérée par les PEP 21, avec des jeunes porteurs de handicap en formation, que ce soit en cuisine et en salle. Sur les appartements, les logements, c'est du T1 bis au T4, ce qui permet d'avoir toutes les compositions familiales possibles, réparties sur l'ensemble des immeubles pour éviter la concentration dans un immeuble de tous les T4 avec les familles nombreuses, par exemple, et puis dans un autre, les T1 bis pour des personnes seules, avec une partie de ces logements, 20 logements qui sont gérés par la Mutualité française, dans le cadre du dispositif Village Bleu, qui propose également à ses résidents un accueil et une salle d'activité ainsi que des prestations, par exemple, pour accompagner les personnes âgées, faire leurs courses 2 fois par semaine, de proposer un certain nombre de services. Et puis 4 logements qui sont loués et gérés par l'ACODEJ et qui sont ainsi proposés à des jeunes, notamment sortis de l'aide sociale à l'enfance, et qui peuvent ainsi entamer un parcours d'autonomie et de gestion de leur budget, par exemple, ainsi que du logement sur des T1 bis et des T2 qui leur permettent aussi de mettre plus sereinement un pied dans la voie professionnelle, dans le monde professionnel, et donc de poursuivre, au-delà de l'accompagnement de l'aide sociale à l'enfance, eh bien, l'intégration de chacun de ces jeunes dans la cité. Voilà, peut-être pour vous donner, pour cette première question, M. Herry, les grandes lignes de ce projet à tout âge. Merci beaucoup. Alors, autre question posée cette fois-ci à M. Paquet, à Martial Paquet. Vous êtes directeur régional, donc personnes âgées, au sein de la mutualité française Bourguignonne-SAM. Mutualité française Bourguignonne-SAM qui a créé les villages bleus. Monsieur Huguet l'a signalé il y a quelques instants, il y a quelques 20 logements villages bleus qui sont d'ailleurs implantés dans ce village intergénérationnel.
Donc, ma première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept du village bleu et comment la mutualité française Bourguignonne-Sable a trouvé sa place au sein de ce village intergénérationnel à Saint-Apollinaire? Merci Bruno. Donc oui, donc alors les villages bleus, donc enfin juste pour la petite histoire, donc Saint-Apollinaire, donc on en était au 9e village bleu ouvert, hein, sachant qu'on avait ouvert le premier en 2010. Donc c'est quelque chose qui est assez qui a quelques années d'expérience derrière nous, une vraie volonté de nos administrateurs pour pouvoir trouver une alternative, puisque depuis très longtemps, on sait que l'isolement des personnes âgées, le fait de se retrouver seul dans un logement inadapté, parfois peut conduire, et c'était peut-être aussi souvent la seule issue d'entrer en EHPAD, alors que celui-ci n'était pas forcément indispensable. Donc du coup, le village bleu, en fait, dans son concept, c'est des logements adaptés à la mobilité réduite, afin de pouvoir être maintenu le plus longtemps possible. Comme le disait M. Huguet, c'est aussi une salle commune, partagée, pour pouvoir construire un projet de vie partagé d'ailleurs. Et tout ça est mis en musique avec une accompagnatrice à la vie sociale qui travaille sur site et qui a vraiment pour mission, et j'insiste sur sa dénomination, accompagnatrice à la vie sociale, de créer et de générer du lien social entre ces personnes âgées qui arrivent au sein du village bleu avec une raison commune, c'est qu'elles ont un certain âge, et du coup, c'est de pouvoir créer du lien entre elles, et aussi, du coup, de pouvoir générer du lien social avec son environnement, avec l'environnement au sens large. L'accès à la citoyenneté étant avant tout un des principes assez forts, permettant justement de pouvoir être effectivement inclus dans un environnement, dans une cité, dans son territoire au sens large. Et du coup, comment on a pu trouver notre place donc au sein de la résidence à tout âge? Ça s'est fait de manière assez simple, hein, parce que du coup, on était donc en lien forcément avec la municipalité. On s'est retrouvé de manière assez logique, hein, autour de ce projet. Je voudrais d'ailleurs, pour le coup, remercier aussi la commune de Saint-Apollinaire qui porte ce projet vraiment depuis son origine et qui continue à le faire vivre au travers de comités de pilotage qui continuent à perdurer avec les PEP 21. Donc on évoquait, M. Huguet évoquait les PEP, la Codège, les PEP notamment avec leur brasserie pédagogique, et les comités de pilotage sont vraiment des moments où on peut aussi envisager, il y a les fêtes des voisins qui sont évoquées à ces moments-là, les fêtes de fin d'année et autrement différentes festivités où travailler ensemble pour pouvoir faire en sorte effectivement qu'il puisse y avoir du lien entre tous ces habitants, hein, puisque donc les locataires du village bleu sont bel et bien des locataires, hein, il ne s'agit pas d'un hébergement, ils ne sont pas résidents, ils sont locataires de leur logement, et nous on est là vraiment pour pouvoir dans cet ensemble donc essayer de faire en sorte qu'ils puissent trouver toute leur place, ou peut-être même recouvrir toute leur place de personnes autonomes qui sont en capacité de... On n'est vraiment pas là pour se substituer, on est là pour accompagner vers. Voilà. Merci beaucoup, Martial. Alors, apparemment, je ne sais pas si certains ont du mal à m'entendre. Moi, j'ai un retour, malheureusement. Je vais essayer de m'exprimer à peine un peu plus fort, mais je n'arrive pas à régler ce problème de son. Autre question que je voulais vous adresser, Martial. La question suivante, quelle vision avez-vous de l'intergénérationnalité? Est-ce que, selon vous, ce type d'initiative contribue réellement à réduire le fossé entre les générations, à déconstruire également des idées préconçues, à créer ou à recréer un tissu social rendant la société plus inclusive, à l'heure où effectivement on parle beaucoup d'une société inclusive? Alors oui, pleinement, bien sûr. Mais alors justement, je crois que, on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer. Pour moi, l'intergénérationnalité n'est pas une caricature. Hein. C'est pas, donc on va pas forcément se dire parce qu'on est vieux, on va prendre du plaisir parce qu'on va voir des poussettes. L'intergénérationnalité, et en l'occurrence à la résidence à tout âge, c'est vraiment le cas, puisque du coup, M. Huguet l'évoquait,
des familles avec des enfants, hein, donc des jeunes enfants, les PEP 21 avec des publics qui sont porteurs de handicap, qui portent la brasserie pédagogique juste en face, et des jeunes issus de la Codège. Donc l'intergénérationnalité, pardon, donc c'est effectivement quelque chose de très important, mais enfin c'est effectivement peut-être un objectif et une des clés pour pouvoir aller vers l'inclusion, mais notamment nous, pour ce qui est de notre cœur de métier, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux personnes âgées, donc aux personnes qu'on accompagne vers cette sociabilisation, vers cette société. C'est principalement effectivement l'accès à la citoyenneté, c'est être reconnu, sortir de son isolement, et alors c'est le double effet, j'oserais presque, c'est même l'effet qui se coule, c'est que on sort de son isolement, on va vers les autres, donc forcément on se nourrit, on existe, du coup on fait tomber. Alors on peut espérer qu'un jour, j'ai vu dans des notions d'agisme ou de choses comme ça, donc qu'on puisse vraiment considérer donc les personnes âgées comme faisant partie complètement de la société. Quand on entend ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans les EHPAD, les résidents d'EHPAD sont aussi des citoyens, donc c'est important de leur retrouver, de leur redonner toute cette citoyenneté, cette autonomie pour pouvoir après s'inclure et effectivement aller vers, hein, puisque donc au sein du village bleu et en partenariat toujours donc avec l'Office municipal des aînés, on travaille à beaucoup de choses avec les centres de loisirs, les jeunes, les très jeunes aussi, hein, donc avec les micro-crèches autour d'actions de bébés lecteurs, voilà. Mais inévitablement, oui, intergénérationnel, les jeunes handicapés, c'est aussi donc une autre génération vers laquelle il faut aller, hein, donc on est l'idée, hein, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très très fort et que l'on souhaite vraiment porter au travers de nos villages bleus, c'est vraiment ce côté inclusif et qui s'appuie aussi donc sur ces liens intergénérationnels, bien évidemment. Merci beaucoup, Martial. Alors, je me retourne à nouveau vers Monsieur Gay. Adrien, une question à nouveau. Dans la conception d'un habitat intergénérationnel, comment trouver le bon lien social ? Mettre en relation les acteurs publics et privés, finalement, pour faire que tout cela marche et matche, j'allais dire. Oui, notre parti pris, c'est que l'urbanisme, l'aménagement urbanistique peut être mis au service du lien social. De la construction même, de la conception de ce quartier à tout âge, enfin de ce site à tout âge, vraiment la volonté d'abord de ne pas l'enclaver. Voilà, il y a une identité propre à ce site, hein, avec notamment, on le disait, les différents partenaires, mais c'est au cœur de la ville, au cœur d'un quartier qui mixait déjà le collectif, le pavillonnaire, avec également des commerces de proximité, et ça c'est très important parce que notamment pour les personnes, les locataires du village bleu, hein, c'est la possibilité de trouver à proximité immédiate l'ensemble des services, de pouvoir accéder au transport. Nous avons une ligne de bus dont le terminus est devant même le quartier de site à tout âge et qui permet d'accéder à l'ensemble des équipements de la commune, c'est une ligne circulaire, et de rejoindre notamment le tramway pour ensuite accéder au centre-ville de Dijon, par exemple. Donc voilà, l'accessibilité a été pensée de manière à ce que chacun puisse être autonome pour les besoins immédiats dans l'entourage proche de son logement, et puis ensuite de pouvoir accéder à l'ensemble des services. C'est un espace public aussi qui fait la part belle à la végétation, aux espaces de rencontre, cette centre piétonne dont je parlais, avec une certaine centralité autour de la brasserie pédagogique, la possibilité avec des bancs, avec des espaces de rencontre, pour que finalement, quel que soit le rythme de vie de chacun, que ce soit d'une famille qui apporte en effet les enfants à la crèche à côté, personnes âgées qui vont faire quelques petites courses alimentaires à proximité, les jeunes actifs également, qui ont, avec des entreprises dont certains ont installé leur siège dans le quartier également, c'est de multiplier au fil de la journée, et quelle que soit l'heure, les occasions de rencontre, simplement aussi de se saluer, et puis petit à petit en permettant aux habitants de mieux se connaître, eh bien de pouvoir développer par eux-mêmes, sans forcément qu'il y ait la puissance publique ou nos organisations partenaires, voilà, qui
amène des dispositifs, des propositions d'animation, on le fait, mais c'est aussi de pouvoir permettre à chacun de s'approprier finalement l'état d'esprit du quartier. Monsieur Paquet évoquait également le centre de loisirs. Ça, c'est un atout très fort pour le site À Tout Âge. Nous sommes à côté du centre de loisirs, l'accueil loisirs sans hébergement, qui accueille les jeunes jusqu'à 12 ans, et ce qui nous permet de développer des actions proposées par exemple pour Pâques, une chasse aux œufs dans le grand parc de 5 hectares qui est à côté, et de le proposer à la fois aux enfants et aux personnes âgées de la commune, dont les locataires d'À Tout Âge et du Village Bleu. La brasserie pédagogique est elle-même aussi le support d'un certain nombre d'animations. Quand il y avait, avant ce Covid, évidemment, les fêtes des voisins, mais aussi, nous avons pu le faire à l'été dernier, des animations très souples que nous mettons en place en fin de journée. Ça peut être, par exemple, une animation autour du compost, puisque nous avons installé des composteurs collectifs sur l'ensemble du quartier. C'est également des animations musicales où nous proposons à chacun de se retrouver en fin d'après-midi avec un groupe, la brasserie pédagogique qui fait les gougères, la ville de Saint-Apollinaire qui produit un excellent vin d'une vigne qui a été replantée il y a 15 ans, apporte l'apéritif. Et voilà. Et c'est de proposer aux habitants d'À Tout Âge, mais aussi de l'ensemble du quartier, Thomas, de pouvoir se retrouver et d'échanger finalement dans un contexte peut-être moins formel. Une chose qui est très importante aussi pour permettre de développer cet esprit intergénérationnel et ce souci du voisin, c'est l'attention constante qui est portée à la qualité du logement. On ne peut pas demander à des personnes de prendre soin de leurs voisins, de s'attacher à rendre des services en proposés, si on ne leur propose pas au départ des conditions décentes de vie. Et c'est tout ce que nous avons insufflé sur un logement qui a, notamment pour la partie gérée par Orbitis, des prestations tout à fait confortables, avec un logement qui est abordable également, et qui propose des performances énergétiques et environnementales extrêmement ambitieuses. Je crois que c'est très important, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Herry, en introduction, de ne pas séparer les différentes causes. Il y a la question environnementale, il y a la question sociale. Je vais mener sur ce quartier À Tout Âge une expérimentation sur la lutte contre le non-recours au droit, en proposant à chaque habitant du quartier, chacun des 71 logements, une analyse personnalisée de sa situation sociale et d'éventuelles prestations auxquelles la personne a droit sans qu'elle le sache aujourd'hui. Voilà, nous avons ce qui va nous permettre également de détecter des situations d'isolement ou autres. Donc voilà, nous avons, je crois, avec l'ensemble des partenaires, notre office municipal des aînés, les PEP, la Mutualité française, la CODEJ, cette capacité avec un comité de pilotage qui se réunit très régulièrement, où chaque partenaire va être très prosaïque, contribue également, propose un budget chaque année pour les animations et pour permettre à chacun de suggérer des actions à mettre en place. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension totale de l'habitat et derrière de l'intégration dans la vie de la cité et de l'accès à la citoyenneté. Bruno, je crois que vous avez un problème de micro. Voilà. Alors, j'ai toujours ce retour de son. Je vous prie de m'en excuser. Si vous m'entendez peu ou prou, je vais me permettre justement de poser donc, la dernière question à nouveau à monsieur Huguet. Vous avez fait effectivement un très beau plaidoyer pour ces habitats qui mixent les générations et qui sont de formidables vecteurs de solidarité et de convivialité. Vous l'avez fort bien expliqué. Ma question est la suivante. Comment fait-on pour que le vivre ensemble fonctionne? Alors, vous avez, je veux dire, déjà bien balayé cette question, mais j'allais dire plutôt au regard des rythmes de vie différents. Et puis, la question peut-être finale, par rapport à tous les points positifs,
pouvez-vous aussi peut-être mettre en exergue les écueils qui seraient ou qui sont à éviter? Voilà la dernière question posée sur ce webinaire. Les écueils à éviter, on les a, comme je le disais, hein, ce n'était pas le premier projet intergénérationnel que nous développions, donc nous avions réussi d'ores et déjà à tirer les leçons du projet Génération du début des années 2000, en veillant, comme j'évoquais, la mixité des usages dans l'espace public, et notamment de s'assurer que l'ensemble des services et des équipements publics, ou en tout cas des établissements recevant du public que nous implantions dans ce quartier, soient ouverts à tous. Le premier projet que nous avions fait, il y avait la maison de retraite, l'EHPAD, et puis il y avait la halte-garderie. Mais de fait, les publics ne se croisaient pas forcément, ou alors s'ils se croisaient, il n'y avait pas cette possibilité d'échange. Là, l'intérêt notamment de la brasserie pédagogique, au cœur d'Atoutage, c'est qu'elle est ouverte à tous. Et de fait, il y a des points de ralliement pour l'ensemble des générations, l'ensemble des types de familles que nous pouvons recevoir. Un écueil à éviter, c'est celui de ne pas chercher à faire toujours plus. Nous avons eu, au fil du temps, dans l'élaboration, la conception et l'exécution du projet, hein, ça a commencé autour des années 2013-2014 pour un lancement de travaux en 2015 et la livraison en 2017, nous avons vu des partenaires qui se sont désengagés. Parce que peut-être qu'on avait souhaité au départ proposer, alors je peux dire, il y avait également des colocations entre étudiants et personnes âgées, donc il y avait une association d'étudiants qui s'était proposée, il y avait également la volonté d'accueillir des personnes avec certains handicaps spécifiques, et puis bon, le partenaire s'est désengagé aussi. Au final, je crois qu'il faut, pour un projet de cette ampleur, mais qui reste à taille humaine, ne pas chercher à multiplier les partenariats. Aujourd'hui, nous avons donc la CODEJ, les PEP et la mutualité, qui, avec le soutien, l'appui, notamment logistique, hein, et en termes de suivi, de secrétariat et autres, l'Office municipal des données, c'est suffisant et ça permet de rester opérationnel et de pouvoir très rapidement, soit sur une situation individuelle dont l'un des acteurs, l'un des partenaires a eu vent, permet de mobiliser l'ensemble des services qui pourraient être concernés. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve que c'est un quartier où nous n'avons, pour la partie logement social, nous n'avons pas de procédure d'expulsion. Je crois que c'est aussi significatif, c'est révélateur du travail d'alerte, de veille permanente par les acteurs sur le terrain, notamment l'animatrice de Village Bleu, qui nous permettent d'intervenir suffisamment en amont pour prévenir toutes les spirales de pauvreté ou autres, et de rester de proposer l'adaptation dans le parcours résidentiel à chacun. Donc voilà, je pense qu'il faut rester opérationnel, et donc un petit noyau d'acteurs engagés qui connaissent le terrain, qui sont présents sur le terrain, reste quand même une meilleure solution qu'un tour de table beaucoup trop large, où finalement on se perd un peu dans des considérations peut-être plus abstraites. Bruno, si je peux juste me permettre, c'est oui. Peut-être pour compléter, Monsieur Huguet, je pense que ce qui permet effectivement, au-delà de tout ce que vous avez pu dire, c'est la pugnacité, parce que un comité de pilotage qui continue à vivre depuis 4 ans, 5 ans maintenant, bientôt, c'est important, parce qu'il suffit pas de livrer un ensemble en se disant c'est super, ça marche, et qu'après plus personne ne s'en soucie. Il faut continuer à faire vivre ce partenariat. Et c'est pour moi extrêmement important. Tout à fait. Et il y a un point particulier de vigilance, c'est exactement pour rebondir sur ce que disait M. Paquet, c'est sur la vie du projet, en sachant qu'il y a également un renouvellement, comme partout en matière de logement. Il y a un renouvellement de population, soit pour des circonstances plus malheureuses, de décès de certains locataires, mais aussi parce que les parcours font qu'on a donc des appartements qui se libèrent et qui sont à nouveau attribués. Et là, c'est vraiment un sujet sur lequel nous sommes très vigilants, c'est l'attribution des logements. Il y a en plus des règles habituelles d'attribution, de prise en compte des situations spécifiques, des situations sociales, éventuellement la mobilité, l'adaptation du logement. Nous rencontrons, que ce soit le bailleur ou moi-même au titre de la commune de Saint-Apollinaire, l'ensemble des personnes qui sont présentées en commission d'attribution pour un logement. Ce qui permet d'expliquer aussi qu'il y a un état d'esprit particulier.
qu'il y a une âme supplémentaire sur ce site à tout âge, et notamment la remise et la signature par chaque locataire dans le quartier à tout âge d'une charte qu'on appelle respect, et qui permet aussi de prendre en compte les attentes, notamment des nouvelles familles, en termes de respect de leur intimité, parce qu'il ne faut pas non plus que le lien intergénérationnel et le lien entre voisins deviennent la petite mamie qui va finalement tous les jours sonner en fin de journée quand les personnes elles viennent de rentrer du boulot un peu fatiguées, ou à l'inverse de ceux qui vont toujours chercher des conseils ou autres. Bon, il faut respecter l'intimité et les rythmes de vie de chacun. C'est ce que propose cette charte, respect, sur être à l'écoute, pouvoir soutenir son voisin, ne pas substituer au service à domicile, c'est extrêmement important. La discrétion, la confidentialité et puis la coopération, et de jouer sur la transmission du savoir-faire, des savoirs. Et j'en veux par exemple pour preuve un jeune que j'accompagne avec le CCS dans un parcours d'intégration, en attente de décision de la préfecture pour une régularisation. D'ores et déjà, nous lui avons proposé un logement adapté à ses besoins et à ses capacités à tout âge. Et c'est un jeune qui est bénévole en plus au Secours catholique et qui est prof de langue. Eh bien, de lui-même, spontanément, il a proposé une petite mamie du quartier qui cherchait justement pour apprendre l'anglais. Eh bien, hop, il lui donne des cours comme ça. Donc, en plus, il se retrouve à côté dans le quartier. Voilà, c'est ce type de transmission spontanée des savoirs. Et vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Notre travail en tant qu'acteur public doit être de faciliter l'ensemble de ces initiatives, ne pas les entraver, mais ne pas non plus chercher à les formater et à les remettre toujours dans des cases, dans des canevas dont l'administration a le secret. C'est simplement de laisser faire. Et à cet égard, la crise sanitaire que nous avons connue a peut-être été mieux vécue qu'ailleurs, sur un tout âge, parce qu'il y avait le village bleu avec notamment cette animatrice qui était présente, parce qu'il y avait la proposition de services entre voisins pour aller faire des courses, pour aller chercher des médicaments ou autres. Et tout ça a permis aussi de rompre l'isolement, de permettre à des familles, à des personnes notamment âgées qui n'avaient plus de famille, et bien de garder un contact, de pouvoir, pour tout vous dire, à l'échelle de la ville, moi je coordonnais la question notamment des courses, pour les livrets à domicile, les appels aux aînés dans le cadre du dispositif équivalent au fichier canicule, pour prendre des nouvelles très régulièrement. À tout âge, on n'a rien eu à faire. Tout s'est fait au sein même du quartier, par les locataires eux-mêmes, et je crois que c'est une très belle réponse à la crise sanitaire et une très belle source d'espoir pour demain. Merci beaucoup, M. Huguet. Mais écoutez, nous en arrivons au terme, en tout cas, de nos échanges, de notre séquence de questions-réponses. Moi, je vous remercie infiniment, puisque je trouve finalement dans vos témoignages, dans vos prises de parole, beaucoup de... j'ai déjà employé le mot, mais beaucoup d'optimisme. On a peut-être une proximité, je veux dire, au niveau de la région, qui fait que on a déjà abordé, je veux dire, avec certains d'entre vous, je veux dire, le fait d'aller vers les personnes, de rompre cet isolement, de faire de l'intergénérationnel. Je veux dire, l'habitat, à mon avis, et vous l'avez fort bien expliqué, il en est partie intégrante aussi. Donc, on voit finalement qu'on peut réunir toutes les conditions. Lors de mon propos introductif, je mettais en avant finalement ce qui pouvait être source de fracture. Vous avez tout à fait bien expliqué le contraire, tout ce qui pouvait au contraire être le ciment de cette solidarité, finalement de ce caractère intergénérationnel. Alors, je vais simplement finir ce webinaire par quelques questions que j'ai vues apparaître sur le fil de conversation. Peut-être une question qui était plutôt destinée à Madame Moore. Question de Jacqueline Daniel. La question est la suivante. Est-ce que les évaluateurs du GIE communiquent avec les assistantes sociales des conseils départementaux pour les personnes âgées fragiles? Avec une précision, je la cite telle qu'elle est indiquée au-delà, bien évidemment, des dossiers à part.
Oui, les évaluateurs du GIE IMPA sont en lien avec les travailleurs sociaux des départements, puisqu'on couvre les 8 départements, mais également vers les CCAS, puisque j'ai vu que la question était diversifiée. C'est vrai que quand il y a par exemple, c'est quand l'évaluateur du GIE évalue la situation qui pourrait relever plutôt d'une APA, il y a orientation de la personne vers le conseil départemental. Quand il peut y avoir des problématiques d'endettement ou d'accès aux droits, ça sera plutôt le travailleur social communal du CCAS. Donc effectivement, l'évaluateur du GIE IMPA fait le lien avec ces services-là et oriente une personne vers ces services. Nous sommes en train de travailler avec les départements de Bourgogne-Franche-Comté pour qu'il y ait à terme même une reconnaissance mutuelle de nos évaluations APA et caisse de retraite pour qu'effectivement les personnes retraitées, que ce soit fluide en fait au niveau du soutien à l'autonomie. Voilà, c'est en cours. Merci beaucoup. Autre question que j'ai vu apparaître sur le fil de conversation qui s'adresse plutôt là aux associations services civiques seniors. Vous m'entendez peut-être mal, mais honnêtement, je ne peux pas régler le son différemment. Je vous prie de m'en excuser. Mais une question qui est revenue assez souvent, qui est relative au service civique, qui concernait la durée de formation de ces jeunes par rapport, à leur implication à venir. Alors, et puis Pascal et Marie-Laure, vous compléterez également. Nous, alors dans le cadre de Service civique solidarité senior, on propose l'équivalent en termes de... Alors on est sur des missions généralement de 6 à 8 mois, de 24 à 28 heures, en moyenne 8 mois, de 6 à 8 mois, mais en moyenne on est plus sur du 8 mois. En termes d'accompagnement, nous, Service civique solidarité senior, on va proposer l'équivalent de 10 jours qui seront complétés ensuite par les associations en fonction des spécificités des missions, en fonction aussi de l'accompagnement au projet d'avenir, les formations civiques et citoyennes. Donc nous, on va proposer un premier bloc. C'est pour ça qu'on appelle ça le socle commun. Ça porte bien son nom. C'est un socle qu'on propose à tous les jeunes qui participent à la mobilisation. Et puis après, nous, en fonction des associations, elles complètent avec de l'accompagnement au projet d'avenir, de la formation civique et citoyenne et même des modules spécifiques en fonction des particularités de la mission qui est conduite par les jeunes. Très bien. Merci beaucoup, Mathias. Je ne vois pas d'autres questions qui apparaissent. Il y a eu des questions dans le fil de conversation, mais plutôt, comment dirais-je, un témoignage, et c'est la démonstration aussi que vous avez fait mouche. Alors, je m'adresse là à Adrien Huguet avec la réaction de Marie-Christine Dalloz, qui est députée du Jura. La description qu'évoque Adrien Huguet me semble être une direction pour penser tout nouveau quartier à intégrer dans la plupart des aménagements urbanistiques. Vous voyez que votre intervention a fait mouche. J'ai peut-être encore quelques réactions que dont je peux vous faire part. Il y a eu des interventions, là je m'adresse plutôt à Martial, qu'on pourra relayer, notamment provenant de communes, une que je vois apparaître justement de Pascal Barbier. Monsieur Paquet, est-ce que de nouveaux quartiers de Village Bleu pourraient voir le jour en dehors de la Côte d'Or? Vous voyez, c'est un appel au peuple cette fois-ci. Nous avons un projet de village senior dans ma commune de Saône-et-Loire. Donc, vous avez éveillé aussi, comment dirais-je, de la curiosité, voire plus. Peut-être juste pour répondre, en fait, la mutualité française bourguignonne, contrairement à son nom, intervient sur 3 départements, la Côte d'Or, Lyon et la Nièvre. Et ce qui fait qu'on est, avec nos villages bleus, on est vraiment présent sur ces 3 départements, parce qu'on en a 12, ils sont répartis. Pour le coup, on travaille aussi avec d'autres de nos collègues pour pouvoir suggérer et faire passer un certain nombre d'idées. Bon nombre de nos collègues, y compris sur la Saône-et-Loire, je pense, doivent y travailler. Et peut-être juste pour compléter, parce que tout à l'heure, j'ai vu une question de monsieur Duboucher, là, Patrick Duboucher, qui disait « Les seigneurs de nos campagnes oubliés ».
de nos campagnes, hein, oubliées. Justement, je pense que c'est au travers de nos villages bleus, on a des villages bleus qui sont vraiment extrêmement ruraux. Je vous citerai celui qui l'est peut-être le plus, Brinon-sur-Beuvron. Je pense que ça parlera sûrement à pas grand monde. On n'est pas très loin de Corbigny, mais on est encore dans la Nièvre. On a Carré-les-Tombes aussi, dans l'Yonne. Voilà, donc c'est aussi des dispositifs, et je pense que M. Duboucher a pleinement raison. Hein. C'est vrai qu'aussi, et peut-être même encore plus par rapport au problème d'isolement, les seniors de nos campagnes ont besoin de réponses. Mais voilà, mais autrement, effectivement, on est sur nos 3 départements, on est totalement ouvert à pouvoir travailler avec des communes, puisque comme on l'évoquait avec M. Huguet, il faut travailler avec une commune, il faut un bailleur, mais il faut principalement une commune qui porte et qui continue à le porter dans la durée. Très bien. Écoutez, ça va être le mot de conclusion. Moi, je vous remercie infiniment de vos interventions. Je m'en suis exprimé il y a quelques minutes, mais il y a beaucoup de raisons aussi, je veux dire, d'espérer sur justement le mixage des générations. Je pense qu'à la fois l'exemple de solidarité senior au niveau des services civiques, l'habitat, bien évidemment, je veux dire, il est indissociable, et tout ça réuni prouve que, je veux dire, dans notre belle région de Franche-Comté, je veux dire, on peut faire, je veux dire, de belles réalisations. Vous avez cité, je veux dire, l'intérêt. Moi, je vous en remercie. Il y a eu de nombreuses réactions qui n'étaient pas des questions, mais qui mettaient en avant la qualité de vos interventions. Donc, je tiens à vous remercier sincèrement. Et bien évidemment, remercier également tous les participants autour de ce webinaire. Je pense que vous avez pu apporter justement vos éclairages tout à fait intéressants et constructifs. Donc, je tiens une fois de plus à vous en remercier et à vous souhaiter une bonne soirée, en vous priant une dernière fois de m'excuser pour cette qualité du son provenant, je veux dire, de mon ordinateur, mais malheureusement, je n'ai pas pu régler la question en cours du webinaire. Bien, écoutez, bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et à bientôt, je l'espère. Au revoir.